Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est mal doux, hein? Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, on repart combien d'années en arrière? Bonjour. 157 ans, bonjour. 157 ans. Oui, le 30 juillet 1863. Aujourd'hui, en fait, on célèbre les 157 ans de la naissance d'Henry Ford. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Henry Ford était un Américain qui est le fondateur de la célèbre marque automobile qui porte son nom, la marque Ford, bien entendu. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Henry Ford? Parce que c'est celui qui va être, enfin, ce que les historiens appellent le père de la seconde révolution industrielle. La première révolution industrielle va arriver à la fin du XVIIIe siècle, enfin au début, fin XVIIe, début XVIIIe siècle, avec l'apparition pour la première fois des machines, avec la mécanisation du travail. Cette mécanisation du travail, dans un premier temps, se limitait d'abord dans les productions agricoles, et donc c'est cette mécanisation là qui va permettre d'augmenter les rendements, avant que après la Seconde Guerre mondiale on ait aussi également à utiliser les engrais chimiques qui vont eux aussi à ce moment là aussi accroître le rendement. Mais ce qui est intéressant avec l'histoire d'Henry Ford, c'est que il va prendre un principe qui avait été énoncé par un spécialiste, notamment de ce qu'on appelle un spécialiste scientifique du travail, qui s'appelait Taylor. Taylor, lui, il va mettre en place trois principes. Le premier principe, c'est ce qu'il a appelé le travail vertical. C'est-à-dire qu'avant, dans les usines et dans les ateliers, il y avait un... Comment dirais-je? C'est-à-dire que le travail était fait de manière un peu brouillonne. Tout le monde faisait à peu près les mêmes tâches, aussi bien de conception que d'élaboration, que d'exécution. Et donc, ce qui faisait que, évidemment, il n'y avait pas une organisation qui était claire dans la manière de travailler, et cela se ressentait en termes de coûts, en termes de durée de travail, en termes de rendement, et donc ça générait en fait des pertes pour l'entreprise. Et donc Taylor, lui, va constater que l'on pouvait organiser au sein d'une usine ou au sein d'un atelier le travail afin de le rendre beaucoup plus rationnel, de le rendre plus efficace et de permettre de gagner du temps et ainsi de gagner de l'argent in fine. Et donc lui, Taylor, il va amener ce qu'on appelle aujourd'hui de manière grosso modo la division du travail. Et donc cette division du travail passe d'abord par le travail vertical, c'est-à-dire que l'on va séparer le travail de conception et le travail d'exécution. Donc le travail de conception sera réalisé par les ingénieurs dans des bureaux et le travail d'exécution sera appliqué par les manutentionnaires dans l'usine à proprement parler. Ensuite, il y aura le travail horizontal. Dans le travail horizontal, on va assister à une division des tâches. Donc, pour la réalisation d'un objet, on va commencer à l'élaborer partie par partie, et cette élaboration par partie là sera réalisée par un ouvrier. Maintenant, la troisième chose, c'est le contrôle et la maîtrise du temps. Donc, le contrôle du temps et surtout le travail, le rendement par le travail, quoi. C'est-à-dire que on va exiger à l'ouvrier au niveau de sa tâche de la réaliser en un laps de temps bien précis, et ensuite que sa rémunération sera calculée sur la base du nombre de fois qu'il aura répété cette tâche-là. Donc, s'il s'agit de fabriquer un objet, lorsque la partie qui concerne l'élaboration de l'objet arrive chez lui, le nombre de fois qu'il aura répété cette tâche-là, c'est à partir de c'est en fin de journée que l'on va comptabiliser le nombre de fois qu'il aura répété cette tâche-là, et c'est à ce moment-là qu'il sera rémunéré. Et donc, c'est pourquoi on parle de la rémunération en fonction du nombre de fois qu'il aura exécuté la tâche. C'est justement pour l'inciter
à travailler davantage, à travailler plus vite et à éviter les pauses de temps mort. Parce que l'ouvrier sera lui-même responsable de la rémunération qu'il devra percevoir, soit en fin de journée, soit en fin de semaine, soit en fin de mois. Donc, c'est par ces 3 principes-là, évidemment, que Taylor va révolutionner, si on veut dire, le travail dans les usines. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Henry Ford, lui, va prendre exactement ces principes-là, mais il va les pousser à un niveau un peu plus extrême. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va évidemment, il va l'appliquer à l'industrie automobile parce qu'à l'époque, lorsqu'il va commencer à appliquer ces méthodes-là, des gens, disons, à s'y intéresser à partir de 1907-1908, eh bien, dans l'industrie automobile, l'industrie automobile telle qu'on la voit aujourd'hui n'existait pas. Les constructeurs automobiles travaillaient dans des ateliers, c'est-à-dire que comme à l'époque, avant la taylorisation, eh ben, on avait les ingénieurs et les ouvriers, tout le monde travaillait sur une automobile du début jusqu'à la fin. Et ensuite, une fois que l'automobile était terminée, on la livra et on passait à la construction de l'autre automobile du début jusqu'à la fin. Donc lui, il va... et c'est ce qui faisait que, évidemment, à cette époque-là, avant l'arrivée d'Henry Ford véritablement dans l'industrie automobile, les automobiles coûtaient extrêmement cher parce qu'elle demandait beaucoup de main-d'œuvre, elle demandait beaucoup de temps. Et donc tout ça faisait qu'il n'était pas possible pour les constructeurs à l'époque d'avoir des marges suffisantes qui leur permettraient de faire des coûts extrêmement bas pour la revente de ces véhicules-là. Et donc lui, Henry Ford, lui va voir qu'il y avait une possibilité de faire des choses. Et bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi je dis qu'il pousse à l'extrême? Et bien lui, il va amener ce qu'on appelle aujourd'hui la standardisation. C'est-à-dire qu'il va amener déjà à la production de masse de pièces détachées. Donc les pièces détachées vont être produites en masse et donc ça permet de réduire les coûts. Pourquoi? Parce que toutes les pièces sont identiques, d'accord? Donc on fabrique en masse toutes les pièces identiques et ensuite lorsque ces pièces-là arrivent dans l'usine, eh ben, on applique maintenant les mesures de Taylor, c'est-à-dire que la conception des pièces se fait dans les bureaux. Comment est-ce que ces pièces-là vont être imbriquées les unes entre les autres? Tout ça, comment est-ce que la chaîne de montage doit fonctionner? Quels sont les différents gestes que doivent accomplir les ouvriers? Quel temps chaque ouvrier doit-il prendre pour mettre en place la pièce qui concerne sa tâche à lui dans le processus de montage? Et bien lui, Henry Ford va travailler à la conception de tous ces éléments-là et il va les appliquer dans ses usines. C'est ce qui va faire que lorsqu'à partir de 1913, Henry Ford va lancer la production de masse des automobiles dans son tout premier modèle qu'on appelait la Ford T, et ben cette Ford T-là va être vendue en 15 ans à plus de 20 millions d'exemplaires. Et donc très vite, il va devenir le numéro 1 mondial de l'automobile. Pourquoi? Parce que non seulement avec cette nouvelle méthode de management et d'organisation de travail, eh ben, par la standardisation, il va permettre de baisser énormément les coûts de production, les coûts de la pièce détachée, les coûts au niveau de la chaîne de montage. Et in fine, il va avoir une voiture qui, en bout de chaîne, ne lui a pas coûté beaucoup d'argent et donc il va pouvoir la vendre à un prix extrêmement bas comparablement à ses concurrents et donc très vite il va conquérir le marché parce qu'Henry Ford lui il avait un rêve, ce rêve-là était de faire de l'automobile disons l'outil le plus utilisé par l'homme parce qu'avant l'automobile était un produit de luxe notamment en Amérique du Nord et en Europe et donc lui il va véritablement amener à faire de l'automobile un produit grand public, un produit de grande consommation. Et c'est ce que c'est devenu depuis, puisque tous les autres concurrents d'Henry Ford vont appliquer exactement ces mêmes méthodes et vont eux aussi progressivement passer à la production de masse de l'industrie automobile. Donc, dans le domaine de l'automobile et même dans le domaine de l'industrie aujourd'hui, voilà pourquoi on considère Henry Ford comme étant le père de la deuxième révolution industrielle. La deuxième révolution industrielle étant ici la révolution de l'automobile. Et cette révolution de l'automobile, qu'est-ce qu'elle va entraîner? La révolution des transports. Et donc, elle va permettre aux gens de se déplacer. Donc, les gens vont maintenant en masse. Ça va développer. Qu'est-ce que ça va développer derrière? Le tourisme de masse. Ça va avec tous ses corollaires. Donc, c'est grâce à Henry Ford que véritablement la vie des Américains ou la vie des gens dans les grandes villes va être véritablement transformée. Puisque tout le monde n'est plus obligé d'aller se charger dans les bus ou dans les transports en commun, donc les métros, les tramways et autres. Et donc, les gens auront la possibilité d'avoir leur propre automobile et de goûter évidemment à
tout ce que ça peut apporter comme sentiment de liberté par ça, la capacité que la personne qui possède cet engin-là puisse évidemment se mouvoir dans l'espace, aller n'importe où, quand il veut, comme il veut. Donc c'est ça véritablement qui a changé la vie des gens. Et puis au niveau même de l'industrialisation, ce sont ces méthodes qui aujourd'hui ont été appliquées dans beaucoup d'autres domaines dans les usines aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on invente un produit, eh ben, on réfléchit déjà à sa fabrication de masse. Et les outils que l'on va utiliser pour permettre justement la fabrication de cet objet-là en très très grande quantité, eh ben, les méthodes-là, ce sont des méthodes qui ont été développées par Henry Ford, mais qui seront tout simplement appliquées à la production de l'outil que l'on veut lancer aujourd'hui. Donc Henry Ford, c'est quelqu'un qui, au début des années, au début des années 1925, était évidemment l'une des premières fortunes du monde. Il va gagner énormément d'argent, il va influencer de manière irréversible l'industrie en général et l'industrie automobile en particulier, parce qu'il va permettre, comme je l'ai dit, la production de masse de l'automobile. Il va démocratiser la voiture. Donc la voiture aujourd'hui, ce n'est plus un objet de luxe, ce n'est plus un objet réservé à une caste élevée de la société. Non, aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'avoir un véhicule, et cette vision-là va être développée maintenant à partir même des années 80. On va parler des segmentations de l'automobile. Aujourd'hui, on a des automobiles à petit budget, moyen, grand, très grand budget. Donc, en fonction de l'utilisation que l'on a de la voiture, est-ce qu'on l'utilise uniquement en ville? Est-ce qu'on l'utilise au village? Est-ce qu'on l'utilise dans le cadre du travail? Quel type de travail? Est-ce que c'est des travaux, par exemple, dans le bâtiment? Est-ce que c'est du travail agricole, etc. Donc, en fonction de l'usage que l'on veut faire de la voiture, eh ben, on peut choisir le type de voiture que l'on veut, et même on peut choisir un même véhicule pour plusieurs usages différents. Donc c'est vraiment grâce à Henry Ford que l'on est parvenu aujourd'hui à ce résultat-là, à une multiplication de l'offre, déjà à une baisse drastique des coûts de production, et ce qui a permis in fine d'avoir des voitures beaucoup plus abordables en termes de prix de vente. Et puis derrière, eh ben, il y aura eu aussi, grâce à ces principes-là qui auront été développés par la suite, eh ben, on arrive aujourd'hui à une industrie automobile qui permet de proposer toute une large gamme de véhicules en fonction de l'usage, je l'ai dit, des prix que l'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas oublier. Je tenais à le rappeler à nos auditeurs. Merci Jean-Paul, qui revenait sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.